De France 24, les islamistes ont remporté, vous le savez, des élections en Tunisie et au Maroc et ils vont sans doute les remporter en Égypte. C'est le choix fait par les populations de ces pays au lendemain de leur révolution. Alors comment expliquer un tel succès? Pourquoi l'islamisme séduit-il tant? La notion d'islamiste modéré, est-ce qu'elle existe ou est-ce un concept purement occidental? Plus largement, faut-il avoir peur de ces islamistes? Eh bien, voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités. Je vous les présente tout de suite. Mohamed Sifawi, bonsoir. Vous êtes auteur de Pourquoi l'islamisme séduit-il et c'est aux éditions Armand Collin. Béchir Labidi, bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions interculturelles, des relations entre l'Europe et le monde arabe. Nicolas Beau, bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain, auteur de Tunis et Paris, les liaisons dangereuses et auteur également de Quand le Maroc sera islamiste aux éditions La Découverte et vous l'avez écrit, publié plus précisément en 2007. Et puis nous sommes en direct de Tunis avec Hussein Jaziri, bonsoir. Vous êtes le membre du comité politique d'Ennahda et le porte-parole du parti à Paris. Merci d'être avec nous. Alors l'actualité de ce mardi, c'est le parti Justice et Développement qui fait son entrée donc au gouvernement au Maroc avec la nomination ce mardi d'Abdelila Benkiran comme Premier ministre. Il est le chef du parti Justice et Développement. Le nouvel homme fort du royaume chérifien a un itinéraire pour le moins atypique dans les méandres de l'islamisme marocain. Abdelila Benkiran débute dans une organisation islamiste clandestine, Al-Shabia Islamia. Mais rapidement, il opte pour le pragmatisme politique. Depuis 1998 et la création du Parti pour la justice et le développement, l'islamisme a sa place sur l'échiquier politique marocain. Pas question de militer contre la monarchie. Le problème au Maroc, ce n'est pas un problème de régime. Les Marocains, en votant, ils ont écouté notre appel qui était préserver la monarchie, préserver la stabilité et faire les réformes. Un réalisme politique qui n'empêche pas Abdelila Benkiran d'afficher des positions radicales. Propos hostiles à la langue berbère, à l'homosexualité, à la laïcité, comme lors du meeting de la jeunesse de son parti en juin dernier. Les laïcs veulent répandre le vice parmi ceux qui ont la foi et la déviation sexuelle. 6 mois et une élection plus tard, les propos sont bien plus mesurés devant la presse. Le PJD vient avec ses priorités. Il ne va pas se chamailler avec ceux qui boivent de l'alcool ou celles qui veulent s'habiller d'une certaine façon. Chacun fait ce qu'il veut. Le tribun Benkiran devient une figure de l'antisystème. Il impose un fonctionnement démocratique au sein du PJD, une exception dans le paysage politique marocain, s'érige contre la corruption et fait campagne sur les inégalités sociales. Dans tous les cas, la démocratie sera gagnante. Le vainqueur sera chargé de surmonter la crise. Nous espérons construire un avenir meilleur. Construire un avenir meilleur, réformer, mais avec le pouvoir. Le PJD d'Abdelila Benkiran s'est rangé derrière l'État pour condamner le mouvement du 20 février. Mohamed Sifawi, les islamistes donc ont remporté les élections en Tunisie. Au Maroc, les frères musulmans devraient remporter également les élections législatives en Égypte. Comment expliquer aujourd'hui ce succès des islamistes? Je pense que la première explication vient de la nature des régimes qui ont dirigé ces pays depuis leur indépendance, c'est-à-dire des régimes autocratiques antidémocratiques. Et nous avons aujourd'hui la preuve que ce sont des régimes, contrairement à ce que l'Occident a pu croire pendant plusieurs années, ce sont des régimes, disais-je, qui sont générateurs d'islamisme et d'islamistes. Si aujourd'hui les islamistes gagnent, c'est parce que les islamistes ont donné, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils ont leurs martyrs, ils ont leurs symboles, ils ont leurs anciens détenus, ils ont des gens qui ont été torturés, d'autres ont été tués par ces régimes-là. Ils ne se sont pas mouillés également avec ces régimes. Et généralement, ils ne se sont pas mouillés. Ces régimes ont tenté de les instrumentaliser à un moment donné, ou continuent de les instrumentaliser, comme c'est le cas dans d'autres pays, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, etc. Sauf que disons, ce positionnement de la part de ces régimes, qui ne sont en réalité ni islamistes ni laïcs, ou mi-islamistes et mi-laïcs, ont, à travers ce jonglage, ont finalement ouvert la porte, à terme, et nous le voyons aujourd'hui, à ces partis islamistes qui, aujourd'hui, vont être confrontés à une réalité, parce qu'il ne s'agit plus de dénoncer un régime. Désormais, ils ont gagné des élections, très bien, il faut qu'ils gèrent. Et c'est là où nous allons voir la réalité de leur projet.
D'abord parce que... On va en parler. On a beau rectifier, comme c'est le cas de M. Benkiran, 6 mois plus tard, des déclarations qui ont été dites et qui fustigent les laïcs, ou comme c'est le cas de Rached Ranouchi, les propos qu'il tenait à 10 ans ne serait, selon certains, plus valable aujourd'hui. Évidemment, des islamistes. On va en parler. Béchir Labidi, comment vous expliquez ce succès des islamistes? Est-ce que vous partagez l'avis de Mohamed Sifawi qui dit finalement que ce sont les régimes précédents qui ont porté d'une certaine manière au pouvoir les islamistes aujourd'hui? Moi, personnellement, je ne vois pas un succès nouveau. Je ne vois pas la montée de l'islamisme. Je vois le recul de la dictature. Et c'est une nuance très importante. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement un phénomène qui a été retardé depuis 30 ou 40 ans, retardé par effectivement des régimes dictatoriaux, par des systèmes qui étaient à la solde des intérêts étrangers, notamment des pays ex-colonisateurs. Et malheureusement, ce phénomène... aujourd'hui, on les découvre et comme par hasard, l'Occident découvre que les islamistes, entre guillemets, peuvent être des démocrates et peuvent être fréquentables. Ça, c'est l'avenir qui le dira quand même, parce que pour l'instant, comme le disait Mohamed Sifawi, ils n'ont pas été confrontés encore à la réalité du pouvoir et puis on attend de connaître quand même leur projet. Il y a quand même cette idée quand même de double discours qu'on a d'ailleurs pu entendre dans ce... Pardon, sur le double discours, je suis encore une fois désolé, mais 50 ans de régime laïque ou semi-laïque, ou on peut l'appeler comme on veut, sur le registre des droits de l'homme, je pense que vous êtes d'accord avec moi et que les téléspectateurs tous sont d'accord que le résultat était catastrophique. Aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas de faire un État islamique ou un État je ne sais de quel attribut. Il suffit de faire un État parce que l'État au Maghreb et dans le monde arabe n'en est pas un, malheureusement. Si on regarde ce qui s'est passé en Libye, malheureusement, Kadhafi n'a pas laissé un État. En Tunisie, c'est un État corrompu, malheureusement. Et on peut citer tous les exemples. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'échéance qui a été retardée depuis 30 ans, on voit arriver parce que l'Occident ne peut plus soutenir ces dictatures. La donne a complètement changé. Je voudrais qu'on donne la parole à Hussein Jaziri. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Ennahda à Paris. Alors la question, Hussein Jaziri, est-ce que vous ne risquez pas, en entrant dans un gouvernement demain, d'être confronté justement à la réalité du pouvoir, comme le disait Mohamed Sifawi à l'instant, un pouvoir finalement que vous n'avez jamais exercé, puisque Hamadi Djebali, qui devrait être le prochain Premier ministre, a passé 16 ans en prison. Oui, tout d'abord, il faut être réaliste. À un certain moment, on n'est pas en train de dire que le pouvoir, c'est un mal, mais le pouvoir, c'est une nécessité aujourd'hui. On n'est pas né pour être toujours dans l'opposition, pour rester un peu soft, un peu intègre, un peu idéaliste. La réalité, il faut toujours la confronter à un certain moment, politiquement. Et alors, le réalisme politique, aujourd'hui, est confronté au sommet, c'est au pouvoir, c'est l'État tunisien qu'il faut refaire. Mais je trouve que c'est extraordinaire aujourd'hui qu'on est en train de fonder la nouvelle République, la Tunisie démocrate, la Tunisie qui se réconcilie avec les libertés, avec ses origines aussi. Alors justement, Hussein Jaziri, est-ce que vous vous engagez, vous qui allez être demain au gouvernement, est-ce que vous vous engagez à séparer l'État du religieux? Je n'ai pas trop compris. De séparer, je n'ai pas compris. L'État du religieux. L'État du religieux, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je ne connais pas un État religieux personnellement. Pas d'État théocratique, on ne va pas aller vers un État théocratique. Personne ne parle de ces idées, encore plus notre parti Ennahda. On a toujours parlé d'un État moderne, un État civil, l'État du citoyen et l'État d'un République démocratique aujourd'hui. On vous a bien entendu. Mohamed Sifawi voudrait réagir. Mohamed Sifawi voudrait réagir à vos propos. Je vous en prie. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de contredire votre chef, Rached Ranouchi, récemment.
rappeler... Qu'est-ce qu'il a dit, Rachid Ghannouchi? Je vais vous dire, rappeler sur Al Jazeera, par exemple, il s'avançait en disant que tous les Tunisiens sont musulmans. Moi, je connais beaucoup de Tunisiens qui ne le sont pas. Par exemple, nous avons même sur ce plateau eu des débats avec des Tunisiennes qui se déclaraient athées. Donc, il y a un problème quant à la liberté de conscience. Monsieur Ghannouchi disait il y a quelques années que la laïcité serait complètement contradictoire avec les préceptes islamiques, ce qui est totalement faux. Donc, il est évident que votre gouvernement demain ne refusera de séparer le temporel du spirituel, ce qui est quand même assez problématique parce que être démocrate, je vous rappelle quand même qu'il ne s'agit pas uniquement de participer à des élections aussi démocratiques et aussi propres soient-elles. La démocratie est un corpus idéologique qui comporte notamment le respect de la liberté d'expression. On a vu la réaction d'Annada quand il y a eu le problème avec la chaîne Nesma. Il y a la question de la liberté de conscience, il y a la question du respect des minorités religieuses, il y a la question du respect des minorités sexuelles, et je crois que le mouvement auquel vous appartenez et à la pensée que vous défendez, en l'occurrence celle des frères musulmans, n'est pas très progressiste sur ces questions-là. Nicolas Beau, qui n'a pas parlé encore. Hein. Non, je préfère répondre directement. Ah oui, il va répondre peut-être. Allez-y, Hussein Jaziri. Oui, excusez-moi, monsieur Nicolas Beau. Écoutez, je trouve monsieur Sefaoui et ses propos, et vraiment, je suis désolé, déplacés. Monsieur Rachid Ghannouchi vient de rencontrer quelques jours ça fait le représentant de la communauté juive en Tunisie. Rachid Ghannouchi, c'est l'un des fondateurs dans la philosophie politique aujourd'hui de notre projet politique aujourd'hui pour un vrai fondement d'un État tunisien démocratique et qui n'est pas en conflit ou en contradiction avec ses origines. La Tunisie est un pays musulman. L'islam, c'est la religion des Tunisiens. Mais on reconnaît très bien, lisez notre programme. Mais l'islam n'est pas la religion de tous les Tunisiens. Il y a des Tunisiens aujourd'hui qui vous disent qu'ils sont athées. Et je n'ai pas l'impression que vous les respectez. Attendez. Moi, je Nicolas Beau qui n'a pas parlé encore. Mais lisez notre programme, s'il vous plaît. Nicolas Beau, non, moi je voudrais quand même Est-ce que islam et démocratie sont compatibles? Est-ce qu'on peut croire Hussein Jaziri lorsqu'il dit que islam et démocratie sont compatibles? C'est l'islamisme et démocratie qui ne le sont pas. Est-ce que l'islamisme et la démocratie sont compatibles? C'est le grand pari qui est ouvert aujourd'hui, notamment en Tunisie, qui est peut-être certainement le pays, le laboratoire où cette rencontre entre l'islamisme et la démocratie peuvent se faire pour des raisons qui tiennent à l'histoire de la Tunisie, l'ouverture traditionnelle de la Tunisie, le niveau de développement de la Tunisie et l'histoire du parti Narda qui, effectivement, s'est peu à peu ouvert par phases successives, par étapes successives. Mais ce que je veux dire, on ne peut pas raisonner... Vous dites aujourd'hui, Ennahda est un parti ouvert, c'est un parti qui a progressé, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Des larges fractions du mouvement Narda sont ouvertes, ils ont aussi leurs extrémistes. Il y a des divisions au sein du parti. À la marge, surtout à l'extérieur de Narda, des mouvements salafistes qui sont aujourd'hui les principaux opposants de Narda, parce qu'ils font des provocations, et parce qu'ils rallient une partie de la jeunesse tunisienne, malheureusement. Donc le jeu de Narda est politique, il est compliqué, mais il faut rappeler qu'en Tunisie, tous les partis politiques qui sont présentés et qui ont des représentants à l'Assemblée nationale constituante, y compris les partis progressistes, ont tous soutenu l'idée que dans la Constitution, l'article 1er, c'est l'islam et la religion de la Tunisie. Et deuxièmement, j'étais au mois d'août en Tunisie, c'était l'époque du Ramadan, tout le monde en Tunisie, tous les Tunisiens, à quelques rares exceptions, font le Ramadan. Et je ne suis pas d'accord avec mon voisin, la question de l'athéisme, elle nous intéresse ici, en France. On a des débats, mais la question de l'athéisme n'intéresse absolument pas 99,9% de la population tunisienne. Elle est juste hors jeu. C'est bon. Voilà. Donc on peut pas nous brandir le débat sur l'athéisme. Personne aujourd'hui, quasiment en Tunisie, pendant la campagne, a revendiqué la possibilité de clamer son athéisme. C'est hors sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir si un cercle vertueux va se créer, si les forces favorables, effectivement, au pluralisme, à la liberté, au sein de ce qu'on appelle le mouvement islamiste, mais aussi en face, au sein des forces qui ont soutenu Ben Ali et qui sont toujours là,
en Tunisie. J'ai un grand ami qui est Maïs Toumi, qui était l'initiateur du livre que j'ai écrit sur la Tunisie, la région de Carthage. Il vient d'être condamné à 2 ans avec sursis sur la base d'un vieux dossier des Ben Ali. Les juges d'aujourd'hui l'ont condamné. Donc ces forces-là, elles ne sont pas plus démocratiques que les salafistes, les extrémistes de la mouvance islamiste. Donc il faut que la Tunisie, au sein de Narda et au sein de l'opposition, trouve ce chemin et trouve effectivement cette synthèse historique. Et autre chose que je voudrais ajouter à propos du Maroc, je crois qu'il ne faut pas assimiler la situation marocaine à la situation tunisienne. En Tunisie, les Tunisiens ont voté à 90% et ont voté majoritairement pour Narda. Au Maroc, on va avoir un Premier ministre islamiste. C'est un parti qui est totalement très largement dans les mains du palais. Et les très peu de Marocains se sont rendus aux urnes. Ils affichent 45% de votants. C'est pas le chiffre. Il y a, d'après des informations absolument sûres, on est autour de 10%, voire moins de votants au Maroc. Donc c'est un islamisme piloté par le roi, par Mohamed VI, qui veut donner quelques gages symboliques à son opinion publique dont il sait qu'elle est islamisée, mais il ne faut pas confondre, à mon avis, les deux situations. Béchir Labidi, l'islam qui entre aujourd'hui en politique, est-ce qu'on peut faire très rapidement, avant de faire une petite pause, cette synthèse entre islam ou islamisme, comme le disait Mohamed Sifawi, et démocratie Vous savez, l'islam n'a jamais quitté la scène politique depuis l'apparition, de l'avènement de l'islam carrément. Et l'islam, deuxièmement, il a été toujours multiple. Donc arrêtons de faire croire aux gens aujourd'hui que l'islamisme, c'est un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui est complètement ancré dans la société arabo-musulmane et nous ne pouvons pas concevoir. Personnellement, j'ai eu la chance de vivre 23 ans de ma vie en Tunisie, au Maghreb. Je sais ce que c'est être musulman et je sais ce que c'est que le mot islamiste que nous avons donné un autre sens aujourd'hui, il a complètement évolué parce qu'il y a 30 ans, islamiste voulait dire tout simplement spécialiste dans l'islam, islamologue avec notre langage d'aujourd'hui. Donc l'islamisme a pour nous évolué dans le sens peut-être que la dictature n'est plus là et qu'on permet entre guillemets, à ces mouvements d'arriver au pouvoir, mais c'est quelque chose qui est complètement lié à l'intime culturel de la société arabo-musulmane. Mais il y a certaines femmes, on va en parler dans la deuxième partie du débat, Béchir Labidi, parce qu'on a eu certaines femmes, et Mohamed Sifawi a raison, sur ce plateau même, qui ont peur aujourd'hui de l'arrivée des islamistes au pouvoir, qui ont peur que demain on leur impose le voile, même si ce n'est pas le gouvernement, qui est une islamisation rampante de la société. Et donc il y a une certaine crainte, il y a une peur qui existe chez une partie notamment de la société tunisienne. On va en parler dans un instant, on fait une pause, on reprend la deuxième partie de notre débat tout de suite.